Comment vous percevez ce mouvement des stylos rouges? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il vous pique un peu votre boulot? Je ne crois pas. Je crois que c'est une autre façon d'exprimer, de médiatiser ce que les organisations syndicales et notamment le SNES-FSU dit depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Il y a eu des tas de signaux d'alerte, le fait qu'on ait du mal à pourvoir les postes, alors c'est plus sensible dans certaines disciplines, mais c'est quand même assez global. Le fait qu'on commence à avoir une augmentation du nombre de démissions d'enseignants, qu'il y a véritablement un malaise, qu'on voit que les jeunes étudiants se destinent beaucoup moins vers les métiers de l'éducation, notamment pour des raisons salariales. Le problème, c'est qu'on est face à un gouvernement qui a cherché à discréditer ce qu'on appelle les corps intermédiaires, à expliquer qu'on n'avait pas besoin de les entendre, qu'ils ne représentaient pas grand-chose. Alors, on vient d'avoir des élections professionnelles dans la fonction publique. On voit que dans l'éducation, c'est encore un secteur où les gens ont voté beaucoup, ce qui montre qu'ils ont envie de dire des choses. Mais s'il faut passer aussi par des formes de médiatisation plus larges, pourquoi pas? Donc vous êtes pour une espèce de convergence des luttes du moment qu'elles défendent la même cause. Oui, il n'y a pas de confusion des genres, selon vous? Non, si j'ai viens d'écouter mon collègue, les revendications qui sont portées sur la limitation des effectifs par classe, nous ça fait longtemps qu'on dit pas plus de 20 en éducation prioritaire, pas plus de 25 en collège, pas plus de 30 en lycée. En ce moment, on a 80% des secondes qui sont à 30 et plus élèves. Donc sur les salaires, on sait, on l'a dit, on commence maintenant un jeune prof avec effectivement 5 ans d'études après le baccalauréat commence à un SMIC,2. Il doit en plus se loger, il doit acheter en général du matériel. Beaucoup s'en plaignent, ils n'y arrivent pas. Et puis la question du respect. Parce que moi, ce qui m'a frappé à travers le mouvement des stylos rouges, mais c'est quelque chose que l'on vit syndicalement, c'est le sentiment de manque de reconnaissance. L'idée qu'on ne parle jamais de l'éducation nationale, sauf pour souligner des problèmes quand il y a vraiment un incident grave dans un établissement, qu'on est de plus en plus assommé de prescriptions. C'est vrai que vous êtes en collège, moi je suis en collège, on me dit il faut évaluer les élèves comme ceci, il faut faire cela, il faut assister à tant de réunions, enfin, sentiment de contraintes et de contraintes qui ne vont pas dans le sens d'un apport pour les élèves, parce que si c'était pour améliorer l'acte d'enseignement, ça aurait un sens, mais ça n'est même pas le cas. Et puis, le sentiment aussi d'être méprisé. Je prends un exemple très concret. Il vient d'avoir une consultation sur les nouveaux programmes du lycée. Le ministère n'a jamais communiqué sur le sujet, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quels sont les résultats de la consultation. En même temps, il y a une instance qui s'appelle le Conseil supérieur de l'éducation où il y a les parents d'élèves, les représentants des lycéens, des organisations syndicales. Certains programmes obtiennent 0 voix. 0 voix. Que fait le gouvernement? Que fait le ministre de l'Éducation nationale? Rien, on ne change rien. Donc, évidemment, ça provoque de la colère. Est-ce que, par exemple, certains membres de votre syndicat rejoignent ce mouvement? Est-ce que c'est compatible? Je sais qu'il y a des collègues syndiqués qui se sont inscrits sur la page Facebook, oui, bien sûr. Qui sont prêts donc à rentrer dans ce mouvement et à agir si l'occasion se présente, à agir de façon plus radicale. Voilà, la force d'un syndicat, c'est de pouvoir essayer de rassembler et d'avoir des modalités d'action qui permettent un collectif très large. Par exemple, nous, on a fait une intersyndicale hier, y compris avec les organisations lycéennes. On se dirige vers une série d'actions diversifiées au mois de janvier et un mouvement de grève fin janvier. Mais évidemment, tout ce qui pourra alimenter, faire que des collègues qui jusqu'ici hésitent à se mettre en grève, hésitent à participer aux manifestations, se disent allons-y parce qu'il y a un mouvement très large, c'est évidemment tout à fait porteur. Le ministre Jean-Michel Blanquer, on vient de l'entendre, est dans un dialogue avec vous quand même depuis quelque temps. Est-ce que, selon vous, ça conduit quand même à certaines avancées que vous pouvez considérer comme concluantes? Est-ce qu'il n'y a vraiment absolument rien qui n'a bougé depuis ces négociations? Est-ce qu'il n'y a pas quelques avancées notables?
Écoutez, je les cherche, parce qu'on a eu quelques avancées sous le gouvernement précédent avec un protocole sur les carrières qui a apporté quelques améliorations. Mais ce gouvernement a déjà retardé le calendrier de la mise en œuvre des mesures. Il augmente la CSG. Pour nous, c'est à peine compensé, c'est mal compensé, c'est-à-dire que les fonctionnaires et notamment les personnes d'éducation nationale sont pénalisés. Ça a été dit, il y a le rétablissement du jour de carence. Et le ministre est en train de supprimer dans le second degré l'équivalent de 2450 postes et il dit ça ne va pas avoir d'effet. Alors ça fait hurler les profs. Quels sont les postes qui vont être supprimés pour qu'on comprenne bien ces fameux 2500 postes à peu près qui vont être supprimés? Ce seront des postes d'enseignants? Ce sont des postes d'enseignants. Ah oui, parce que par ailleurs, il y a des postes administratifs. Voilà, c'est pas cela de l'éducation nationale là, c'est vraiment des postes d'enseignants. Je prends mon académie qui est celle que je connais particulièrement, l'Académie de Lille, avec beaucoup de publics défavorisés. On a quand même 20% des gamins qui sont en éducation prioritaire. On va perdre plus de 280 postes, 285 je crois exactement. Ça veut dire des classes de plus en plus chargées, ça veut dire une difficulté d'exercice du métier accrue. Et on a un ministre qui dit mais non, ça n'a aucun effet, c'est évidemment très mal perçu. Alors, c'est ce qu'on entendait toujours pareil, un tout petit peu dans les propos de Jean-Michel Blanquer. À force de dire non, rien n'a bougé, ça ne marche pas, ça n'avance pas dans le bon sens, est-ce qu'il n'y a pas ce risque finalement qu'on dise que les syndicats ne servent plus à rien? Est-ce que ça ne vous décrédibilise pas un petit peu dans votre action? Non, parce que je citais le protocole sur les carrières. On a obtenu par exemple aussi, et le SNES avait beaucoup insisté sur la question de l'éducation prioritaire, on a obtenu qu'il y ait un petit allègement du temps de cours dans ce qu'on appelle les REP+, c'est-à-dire les établissements les plus durs de l'éducation prioritaire, où les profs ont un petit peu de temps d'enseignement dégagé pour pouvoir un peu discuter entre eux, souffler, parce qu'on a affaire à des conditions de travail difficiles et où il faut pouvoir aussi avoir le temps éventuellement de faire appel à l'assistante sociale, au psychologue, à l'infirmière, etc. Ouais. Donc il y a des choses qu'on arrive à arracher, c'est le fruit des luttes syndicales, mais là on est vraiment dans un moment un peu de blocage, parce que la seule réponse au pouvoir d'achat, c'est de dire c'est les heures supplémentaires.